c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Sophie Talmen est autrice, mais également neurologue. Deux métiers passion pour Sophie Talmen que la librairie Le Fayère suit au fil de ses parutions. Nous aimons sa douceur, sa sincérité, son humilité, sa simplicité. Lina Pinto est directrice des manuscrits chez Albin Michel. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Sophie Talmen et Lina Pinto. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur ou une autrice et la personne qui l'édite. Et aujourd'hui, un roman sur la manière de prendre soin des autres, soin de soi-même, d'être relié aux autres entre île et continent avec un éveil et un réveil par les sens et plus particulièrement l'odorat. C'est l'histoire que vous nous racontez, Sophie Talmen. Bonjour. Bonjour. Là où le bonheur se respire, c'est le titre du roman que vous avez fait paraître aux éditions Albin Michel. Nous entendrons Lina Pinto, votre éditrice, dans la seconde partie de ce podcast. Vous y racontez trois personnages, alors pas tout à fait là où nous sommes dans la Bretagne, mais un peu plus à l'ouest, entre Ouessant et Brest. Il y a Clarisse qui, après un accident de cheval, se retrouve hospitalisée dans le service de neurologie, où un étudiant en médecine, Evan, va débuter son stage et où il rencontrera ou retrouvera plus exactement, nous verrons tout à l'heure pourquoi, la sœur de Clarisse qui se nomme Lily, qui est une apprentie parfumeuse et qui va elle aussi à sa manière s'investir dans l'éveil et le réveil de Clarisse. Ce roman, je l'ai dit, vous le situez à l'ouest, vraiment à l'ouest, entre Ouessant, d'où sont originaires Clarisse et Lily, et puis Brest, l'hôpital de Brest, où Evan travaille. Comment vous avez choisi cette géographie qui vous est familière, Sophie Talmen, mais qui, à la lecture de votre roman, raconte quelque chose des relations entre les personnages, notamment cette dualité entre l'île et le continent? Oui, c'est vrai que le Finistère est un peu ma terre d'inspiration depuis mon premier roman, Les yeux couleur de pluie. Tout est parti, moi je suis médecin, un neurologue à l'hôpital aussi, d'une phrase d'une de mes internes qui m'a dit « Oh là là, j'avais peur d'être affectée à Brest, le bout du monde ». Cette interne venait d'une autre région de la France, pas si loin que ça, et je me suis dit de cette phrase, je vais en faire une histoire. Moi, je connais bien le Finistère, mais je n'y ai jamais habité. Et donc, pour Les yeux couleur de pluie, j'ai pris ma voiture et j'ai, avec ce roman en tête, été à Brest, visité les environs avec mes personnages vraiment dans l'esprit. Et c'est devenu vraiment mon lieu d'inspiration. J'adore ce coin. Une ville qui peut paraître austère au premier abord, car détruite effectivement, tout le monde le sait, pendant la guerre. Et en fait, on y découvre une vraie authenticité, vraiment la sympathie de la population, et puis des endroits magnifiques aux alentours. Ouessant en fait partie, c'est un coup de cœur. J'y retourne régulièrement. Et quand je suis venue pour la première fois, pareil, il y a des endroits comme ça, je savais que j'allais l'intégrer dans une histoire. Et c'est cette histoire-là. Voilà. Ça y est. Voilà. Mais une géographie qui, pour vous, Sophie Talmen, fabrique ou en tout cas participe à définir les personnages. Je dis vraiment, il y a quelque chose entre l'île et le continent qui les sépare. Oui, l'endroit est un personnage même de l'histoire parce que il raconte, il est vraiment, je l'intègre dans l'histoire et il prend sens. Certains lieux, deviennent vraiment capitaux dans l'intrigue. Ouais. Alors, outre les sœurs Joyeux, c'est le nom de famille que vous avez choisi pour Clarisse et Lily, on suit donc Evan, qui est cet étudiant en médecine du bout du monde, donc à l'hôpital de Brest, et qui a la pression forte de la famille, notamment de son frère, pour réussir ses études de médecine. Un frère qui a déroulé, ce qui est très pratique dans l'hôpital, pour à la fois le surveiller et faire en sorte qu'il ait du travail. Qui est pour vous cet Evan quand on le rencontre au début? Alors peut-être qu'il ressemble à certains de vos internes en neurologie. Oui. Il n'a pas l'air véritablement taillé pour le poste et la relation avec les patients, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, moi je me suis inspirée des étudiants qui m'entourent et puis même de l'étudiante que j'étais au début, assez immature, très naïve. Et c'est vrai que je me suis vraiment amusée avec ce personnage qui, au début de l'histoire, est très maladroit dans son contact avec les patients, les autres. Il arrive souvent en retard aux visites.
Les responsabilités lui font peur et petit à petit, il va apprendre que c'est pas si compliqué cette relation aux autres et qu'il faut juste être soi. Il est très sensible et ça va l'aider. Et sa chef va lui dire justement que c'est son point fort, cette sensibilité, il faut qu'il la garde et que grâce à elle, ça va être un bon médecin. Alors qu'à l'origine, vous le présentez quand même vraiment comme quelqu'un d'extrêmement léger, qui aime manier l'humour, et là qui se retrouve dans un milieu où la gravité domine. Mais c'est ça qui m'amuse. Et puis, c'est vraiment, ça décrit bien les études de médecine. Hein. On est étudiant, on a trimé pendant une année, on a envie de s'amuser, et puis d'un autre côté, on met la blouse, et puis on arrive à l'hôpital où là, il faut être sérieux, il faut être responsable. Il faut être bon, il faut être un bon technicien, mais aussi garder aussi son empathie et quoi faire de son empathie quand elle déborde. Ça, c'est des sujets qui m'inspirent depuis le premier roman, Les yeux couleur de pluie. Ouais. C'est-à-dire que là, quand on le rencontre, il est vraiment dans le bain révélateur. Ce premier stage, c'est celui qui va révéler ses capacités et peut-être un autre Evan que celui qu'il imaginait être. Exactement. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de le confronter à une jeune patiente à peu près de son âge, parce que ça déstabilise dans nos études de médecine quand on est en face de quelqu'un qui nous ressemble. Donc là, il y a un transfert qui se fait. Ça peut être nous, ça peut être notre ami, nos copains, qui se retrouvent dans un lit d'hôpital. Et du coup, il y a une gêne qui se crée immédiatement et qu'il faut mettre de côté. Voilà. Et ça m'intéressait d'en parler avec le personnage de Clarisse. Ouais. Mais pas facile de mettre de côté, comme le mot que vous avez utilisé dans la réponse précédente de Sophie Talman, qui est le mot d'empathie, qui est extrêmement important dans votre roman, qui n'est pas simple à gérer. On n'est pas non plus formé à cela, à savoir comment s'investir et jusqu'où s'investir auprès des patients. On n'est pas trop formé à ça. Et on est tous différents, on a tous une enfance aussi différente, une construction différente, une personnalité différente. Il faut faire avec. Et puis c'est vrai que cette histoire est partie aussi de phrases qu'ont souvent les familles à l'hôpital, surtout en neurologie où le coup près tombe, notre proche se retrouve dans un lit avec des fois des difficultés à communiquer. Et la question des familles est souvent de nous demander ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour aider leurs proches qui a des difficultés à s'éveiller. Et on leur répond souvent qu'ils peuvent amener des choses du quotidien, des photos, même à manger s'ils ont le droit de manger, des choses qu'ils aiment, pour aussi créer une atmosphère dans la chambre un peu apaisante, où ils se retrouvent aussi. Et de cette phrase-là m'est venue l'idée de créer un personnage de parfumeuse, le personnage de Lily, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des odeurs. Se développe à l'hôpital l'aromathérapie, qui est un petit peu l'art de créer avec des huiles essentielles, des odeurs apaisantes pour des patients en souffrance, donc de douleurs, mais aussi ça peut être en cancérologie. Et l'odorat est un sens qui est très en lien avec la mémoire, les émotions. Et je me suis dit, voilà, ce personnage de Lily, la sœur de Clarisse, qu'elle va avoir envie d'amener à l'hôpital, ce n'est pas forcément des photos ou autre chose, c'est vraiment des odeurs. Parce que c'est les repères et parce que c'est ce qui va toucher au plus intime. Alors, quelles que soient les odeurs, parce que la mère dit on va amener au sang dans la chambre d'hôpital, elle arrive quand même avec des odeurs comme le crottin de cheval ou l'éclat de ferraille. Oui. C'est pas forcément les odeurs les plus sympathiques. En revanche, c'est des odeurs qui vont être extrêmement impactantes, extrêmement ancrées dans la mémoire de la personne. Voilà, elles ont du sens pour Clarisse, qui est passionnée d'équitation, qui a un cheval, c'est sa passion. Et donc Lily, elle va pas forcément avoir envie de prendre des huiles essentielles du commerce. Elle va vouloir retourner sur l'île, réfléchir à qui est sa sœur, cette sœur qu'elle a un peu perdue de vue, qu'elle connaît pas si bien. Et elle va vouloir aller au plus près. Voilà, des odeurs de l'univers de sa sœur. Et ça va passer par de la paille, des algues, du café, des fleurs de genêt. Vraiment, elle va réfléchir à son quotidien. Elle sait que ces odeurs seront volatiles, vont pas rester très longtemps, mais voilà, elle va faire son apothicaire et créer ces petits flacons qu'elle va emmener dans la chambre. À l'extrême, ou en tout cas jusqu'à une importante quantité, Sophie Talman, parce que vous avez dit que vous travaillez aussi dans les hôpitaux cette question du parfum, cette question de comment transformer la chambre pour atteindre le patient. Là, même le médecin chef de service, il semble stupéfait par la manière dont l'une de ses chambres est complètement transformée, reconfigurée par Lily.
Oui, surtout le crottin de cheval, ça plaît pas trop un des neurologues du service, un médecin qui est depuis Les Yeux couleur de pluie, mon premier roman, parce qu'il y a des personnages qui reviennent dans les histoires, même si c'est des histoires indépendantes. Et qui est un médecin qui n'a pas forcément beaucoup d'empathie, lui, et de tact. Et du coup, il va vouloir effectivement mettre à la poubelle tous ces flacons qui ne lui semblent pas très hygiéniques pour un hôpital. Et voilà, il y a toute une histoire qui va se créer, une rébellion. Et ce jeune Evan, plein de sensibilité, il va être du côté de Lily. En s'interrogeant quand même aussi, je reviens toujours sur le mot d'empathie que vous avez cité au début de l'entretien à Sophie Talmen, parce que là aussi lui-même, il se pose la question de lui, son rapport à cette patiente qui est Clarisse, jusqu'où s'investir, mais il s'interroge aussi sur la sœur de Clarisse, Lily, pourquoi s'investit-elle autant, pourquoi est-elle autant en empathie avec sa sœur? C'est aussi une des raisons qui le font changer, qui le questionnent beaucoup, cet Evan, dans votre roman. Complètement, hein, il va vraiment s'intéresser à cette patiente, à ce projet, à la sœur Lily qui va finalement avoir connu au lycée. Donc il y a un lien qui va se tisser entre ces trois personnages qui va le faire aussi grandir, Evan, et va le faire évoluer. Et il va se rendre compte du chemin parcouru parce qu'effectivement, c'est Lily qui le reconnaît avant que lui la reconnaisse. Mais quand ils étaient en seconde au lycée, Evan et Lily n'étaient pas du même bord, n'étaient pas du tout du même caractère. C'est ça aussi qui est dans votre roman, c'est le chemin parcouru et comment on peut changer et retrouver deux personnes qui ne se ressemblent plus. Oui, complètement. Ouais, ça m'amusait. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup les îles, moi, d'écrire ce cocon que peut être une île, et puis quand on sort de l'île aussi, ce gap qu'il peut y avoir, et donc cette petite Lily, quand elle était au lycée à Brest, elle se sentait différente, elle venait d'Ouessant, elle était un peu sauvage, et voilà. Et il était aussi sauvage, Evan, mais dans un autre genre. Mais c'est ça aussi, voilà, qui est intéressant. C'est chacun est une île et chacun essaye de se raccrocher ou en tout cas de recombiner sa relation aux autres. Et qu'est-ce qu'on fait de l'île aussi, voilà. Parce que Clarisse, qui est hospitalisée, elle, son île, elle ne la quitterait pour rien au monde. C'est ses racines. Elle se contente de ses quelques kilomètres carrés sans avoir vraiment envie d'aller ailleurs. Elle est bien. Là où le bonheur se respire, c'est là. Et Lily, elle, à l'adolescence, elle fait ce rejet de l'île. Et pour elle, voilà, il faut qu'elle respire ailleurs, il faut qu'elle découvre le monde, voilà, pour aller bien. C'est deux visions différentes. Ouais, mais ils sont tous les trois finalement travaillés par une question de géographie, par une question de lieu entre l'ici et l'ailleurs, que ce soit un ailleurs très lointain ou un ailleurs assez proche. Ils sont tous quand même dans cette... Alors c'est comme ce sont des jeunes gens, ils sont peut-être en fin d'adolescence, donc la question de l'identité qui est toujours en train de se construire. Nous aussi, ça nous parle. Je pense que c'est une question qu'on se pose après les études. Où a-t-on envie de vivre à court terme, à moyen terme, à long terme? C'est une question que beaucoup de monde s'est posée aussi après le confinement. Vous les avez vus arriver près de chez vous Oui. tous les urbains et les Parisiens. Oui, mais vraiment avec de l'empathie aussi, et de la bienveillance, ce qui a manqué parfois, je trouve. Mais oui, c'est des questions qu'on doit se poser où notre bonheur se respire. Est-ce que c'est auprès de nos proches ou est-ce que c'est loin de nos proches parce que on a envie d'un ailleurs? Voilà, c'est... Tout en gardant un bout de chez soi en soi, c'est ça aussi qu'il y a avec les odeurs, c'est la manière, le chemin que l'on fait, là où on a envie de vivre, mais quand même ces odeurs qui ramènent toujours à un temps passé. Et ça, c'est une question que j'ai eu plaisir à me poser durant l'écriture. Quel est le top 10 de mes odeurs préférées? Et je trouve que c'est une question que tout le monde doit se poser pour savoir voilà, d'où on vient, qui on est. Et, voilà. Vous l'avez fixé ce top 10 ou il est encore mouvant? Oh, il sera mouvant, sans doute, avec le temps, parce que s'y ajouter effectivement l'odeur de mes enfants au réveil il y a quelques années, voilà, ça enfant, je ne les savais pas, je ne connaissais pas cette odeur. Et puis les odeurs de l'enfance sont très importantes, je m'en rends compte.
Alors Sophie Talmen, vous l'avez dit, pour ce roman, Là où le bonheur se respire, vous avez donc choisi, mais c'est pas la première fois, de situer cette histoire dans un hôpital, qui est un monde que vous connaissez très bien, même si c'est pas l'hôpital dans lequel vous travaillez, qui est le lieu de ce roman. Est-ce que alors ce fut peut-être un avantage, parce que ce fut aussi parfois un défi pour essayer de prendre un peu de distance avec la réalité pour que l'imaginaire, la fiction, viennent transformer ce lieu que vous connaissez tant? De le camper à Brest ou Non, de le mettre dans un hôpital. Moi, l'hôpital, il m'inspire parce que, en plus, c'est un lieu que je maîtrise bien, j'y travaille. C'est un lieu où on rencontre énormément de personnes en un temps restreint, que ce soit l'équipe de soignants, les patients, les secrétaires. Enfin, c'est vraiment le nombre de fois où je dis bonjour dans une journée, je pense qu'il y a une centaine de fois. Et puis, les émotions sont très fortes à l'hôpital. Des émotions négatives, mais des émotions positives aussi quand quelqu'un sort, qui se sent mieux. Et donc, c'est très inspirant. En faire une matière à fiction, parce qu'il vous faut prendre quand même du retrait avec la réalité, non? Pas tellement, c'est facile. Et effectivement, je veille à toujours changer les noms, changer un peu les histoires. Puis c'est une manière, moi je ne camperai pas mes histoires dans l'hôpital où je travaille, ça c'est sûr. Donc je n'ai jamais exercé à Brest et du coup c'est une manière de brouiller les pistes, de camper l'histoire à Brest. Comme ça personne des collègues là, ne peuvent se retrouver. Et aucun de mes patients non plus ne peut se retrouver. Effectivement, c'est votre exotisme à vous. Je reviens à votre roman Là où le bonheur se respire pour vous interroger sur les chapitres à qui vous avez décidé de donner un titre. La question, elle est double, c'est comment vous les inventez, ces titres qui sont un peu plus que des titres, et pourquoi ce besoin de donner des titres à vos chapitres? Moi, j'ai toujours aimé les poèmes, écrire des poèmes, et il faut que mon titre soit comme le titre d'un poème ou d'une chanson. Il faut que ça renvoie à une imaginaire. Et donc, j'écris le chapitre sans trop penser au titre. Puis je relis le chapitre et souvent je extrais dans le chapitre un mot ou deux ou une phrase qui résume le chapitre et qui se veut comme ça, un peu poétique. Alors à la fin de votre roman, après les recettes et après les remerciements, vous donnez votre adresse mail au lecteur, ce qui me permet là aussi, avant d'en venir à votre relation avec votre éditrice Sophie Talmen, de vous interroger là-dessus sur le contact, le lien que vous nouez à vos lecteurs, vous qui vendez beaucoup de livres, donc il y avait beaucoup de lecteurs. Pourquoi ça vous est important et pourquoi ce besoin de contact? Certains auteurs ne veulent avoir, enfin en tout cas veulent avoir une relation assez distante. Moi, ça fait partie de moi. J'aime le contact, c'est pour ça aussi que j'ai fait médecin. J'aime la relation aux autres. Donc j'exerce une pratique qui est très dans la relation aux autres et une pratique qui est très solitaire devant mon ordinateur à écrire des histoires. Et quand j'ai eu fini mon premier roman, j'ai eu une soif de retour de lecteurs. Parce que j'avais fini mon histoire et j'avais envie de savoir si les lecteurs allaient vibrer autant que moi, j'avais vibré pour l'écrire. Et ça, je l'ai eu tout de suite et ça continue. Et finalement, je ne pourrais pas m'en passer. Ce retour des lecteurs, c'est motivant, inspirant. Je me sens plus seule. C'est plus une activité si solitaire que ça. Et ça me guide aussi dans l'écriture. Certains lecteurs me parle de l'histoire, me parle des personnages secondaires aussi, et des fois ça me donne envie d'en faire un personnage principal pour une autre histoire. Dans Là où le bonheur se respire, je n'y connaissais rien en l'équitation. Ça, c'est vraiment pas une activité. Ça arrive, on n'est pas obligé de connaître tout. Et donc, j'avais une lectrice avec qui vient me voir régulièrement en dédicace, qui était passionnée d'équitation, qui postait des photos de son cheval sur les réseaux, des très belles photos sur la plage, qui habite en Bretagne. Et du coup, je l'ai contactée. Voilà, je lui ai dit, voilà, j'ai un personnage là qui s'est créé pour ma prochaine histoire. J'aimerais que tu me parles du lien avec ton cheval et de détails précis, voilà, intimes même, de ce qui se passe avec ton cheval. Et elle m'a écrit tout un texte très précis et on en a discuté. Ça m'a aidé pour l'histoire. Donc, vous voyez, même de contact avec mes lecteurs, ça peut m'aider aussi pour inventer mes futures histoires. Ça, c'est le côté positif. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un côté plus
pas négatif, mais en tout cas plus trouble, c'est-à-dire que si des lecteurs vont très loin dans leur relation au texte, vous imposerez, peut-être sans le vouloir, mais quelque chose dans la manière d'écrire les textes suivants. Est-ce qu'au bout de 6 romans, vous arrivez à vous émanciper de ce regard ? Ah non, on m'impose rien, même ma maison d'édition, je me sens très libre. Non, ça, il n'y a pas de problème. Alors, dans ces podcasts, Sophie Tallman, nous intéressons donc à votre roman, ce qu'on vient de faire, mais aussi à la relation avec votre éditrice ici, Lina Pinto, chez Albin Michel. La première question est toujours la même, c'est de savoir comment vous travaillez ensemble, qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre éditrice ? Alors, c'est vrai que c'est une histoire de longueur d'onde. Hein. Moi, si aussi j'ai choisi Albin Michel, j'ai eu la chance d'avoir le choix. Je l'ai choisi aussi grâce à Lina, au contact que j'ai eu avec mon éditrice. Moi, qui faisais la provinciale, médecin, n'avais rien à voir avec ce monde éditorial parisien. Donc, je suis arrivée à plein d'interrogations aussi la première fois que je suis allée à Paris, et puis avec des petites appréhensions aussi de venir d'un autre monde et comment allait se passer cette relation-là. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des contacts humains simples. Et c'est vrai que l'échange avec Lina a toujours été très simple et bienveillant, et elle a voulu savoir qui j'étais, ce que j'avais envie de dire, quel était mon univers et quels étaient mes projets futurs aussi. Donc, je me suis présentée. Je lui ai dit que j'avais envie d'utiliser finalement mon métier de médecin pour écrire des histoires. Mon regard sur les gens, sur le corps humain, sur la relation aux autres, mon regard de neurologue aussi, sur la maladie, la mort, et que j'avais envie d'écrire des histoires qui nous touchent aussi et dans lesquelles on peut s'identifier. Et voilà, d'avoir aussi souvent ce décor breton, parce que j'habite au bord de la mer et ça m'inspire. Et elle a tout de suite compris mon univers, et je pense qu'il y a une histoire de longueur d'onde aussi sur notre façon de voir les choses, notre façon de considérer la famille, quelqu'un de très sensible aussi, et voilà. Donc moi, ce que j'attends de mon éditrice, c'est voilà, une même longueur d'onde. Souvent, nos discussions, donc la maison n'impose rien à l'auteur. Une bonne maison, c'est une maison qui, d'abord, comprend qui est l'auteur et l'accompagne. C'est un accompagnement. Parce que finalement, ça bouillonne dans nos cerveaux d'auteurs, là. Et Lina, elle canalise. Quand j'ai un projet de roman, des fois, ça peut partir un peu dans tous les sens au début. Ouais. Et donc, en discutant, je lui parle de mes personnages, et il arrive qu'elle me dise « Ah oui, mais... pas trop de personnages, et puis celui-là, bon, t'es sûr, voilà, c'est jamais un nom catégorique. Je dis, je le sens moins. Ah, tel personnage, ah oui, il m'intéresse parce que si, voilà, c'est plus des discussions comme ça. Alors toujours. Mais ça veut dire du coup que vous parlez assez tôt finalement de vos idées de roman à votre éditrice. Oui, ouais, je parle assez tôt. Là, souvent, je commence l'écriture. Moi, j'ai besoin d'être dans un rythme scolaire. Je suis quelqu'un d'assez organisé pour mener de front deux métiers. Donc, moi, j'écris souvent le soir quand mes enfants sont couchés. Donc, j'ai besoin d'un rythme un peu scolaire parce que l'été, ils ne sont pas couchés très tôt. Et donc, là, je vais commencer vraiment mon prochain roman là en septembre. Donc là, les prochains jours. Et déjà, l'idée germée, en fait, et j'en ai déjà parlé à Lina. Mais c'est vraiment une esquisse. J'y ai parlé d'une esquisse, des grandes lignes. Mais qu'est-ce que vous attendez à ce moment-là de cette conversation ? C'est vraiment sentir, parce que vous disiez qu'elle vous canalise, au début, mais aussi sentir, voilà, si là vous êtes sur vous tenez une bonne idée, qu'il y a du potentiel avec cette idée. Exactement. Si je tiens une bonne idée, qu'il y a du potentiel, qu'elle me canalise, qu'elle valide aussi le fait que ça soit aussi dans un petit peu dans la lignée de ce que j'ai fait aussi, mais ça je le sais. Et puis il arrive aussi qu'elle ait des idées qui soient intéressantes, même au stade de l'esquisse. D'accord. Donc voilà, première étape. Je commence l'écriture en septembre. Et souvent, je lui donne une première partie en octobre-novembre, première partie du roman,
qui fait à peu près 70 pages à 4. Alors, c'est à peu près, je ne sais pas moi, 150 pages à peu près de roman, quoi. Entre un tiers et la moitié de voilà. votre roman. Donc, ça donne quand même un bon départ. Elle le lit et rebelote. Il y a beaucoup de choses dans l'édition qui se font autour d'un café ou à Montparnasse. On a notre petit lieu comme ça. J'aime bien que ça soit en dehors de la maison. Parce que Lina, comme vous l'avez vu là, lors de l'interview, a un bureau au sein d'Albin. Elle est responsable des manuscrits. Donc, elle a une espèce de plein de piles de manuscrits dans son bureau. Ça toque à la porte toutes les 5 minutes pour avoir son avis sur tel manuscrit en cours, machin. Le téléphone sonne toutes les 5 minutes aussi pour avoir son avis sur ceci, cela. C'est qu'une longue conversation, c'est compliqué. Le directeur qui tape aussi à la porte, voilà, pour savoir ce qu'elle a pensé de la réunion. Donc voilà, une discussion avec Lina dans son bureau. Et puis, comme elle aime bien ses auteurs et tout ça, elle a placardé les seules fenêtres de son bureau de nos couvertures. Donc finalement, il n'y a plus beaucoup de lumière qui passe. Donc voilà, on se voit souvent autour d'un café à Montparnasse, et même où on mange ensemble. Et là, on refait le monde et on refait l'histoire. Donc on parle de cette première partie. Pareil, coup de cœur, elle a des coups de cœur sur certains personnages. Moi, je lui dis pas trop comment je veux les faire évoluer, et parce que j'aime bien avoir son avis, de comment elle les voit, elle, et souvent elle me donne des idées. Il arrive aussi qu'elle adore un lieu aussi, qui est dans la première partie. Et je pense par exemple à un phare qui a vraiment fait partie de mon histoire pour Va où le vent te berce. Et elle a eu un coup de cœur pour ce phare, et puis on est parti dans des discussions sur la symbolique du phare, le phare qui éclaire, qui guide, le phare qui résiste à toutes les tempêtes. Et moi, j'adore aussi les phares. Et du coup, je me suis dit, ce lieu, il faut que je m'en inspire plus. Et donc, vous voyez, dans des discussions comme ça, ça sert à l'histoire, des idées qui germent. À la fois une revisitation de l'histoire écrite. Et puis, voilà. Et puis, il peut arriver que dans la première partie, elles me disent aussi ça va trop vite au début, ça va trop lentement, des histoires de rythme, ça va trop lentement. Voilà, et puis après, j'écris tout l'hiver, là. À ce moment-là, l'histoire, c'est marrant, hein, c'est comme un moteur qui se met en route. Au début, quand on écrit une histoire, il faut qu'on rentre dedans. On a le deuil de nos personnages d'avant. Moi, j'ai beaucoup de mal à quitter mes personnages quand je mets le mot fin à une histoire, qui sont encore bien là. Et donc, il faut que j'apprivoise mes nouveaux personnages et que me sente bien dans l'histoire. Donc ça met quand même quelques semaines. Et souvent, là, au mois de novembre-décembre, je suis en plein dedans. Donc, j'ai qu'une envie le soir, c'est de me retrouver toute seule à mon ordinateur pour retrouver mes personnages et faire évoluer l'histoire. Et là, je parle plus trop à Lina de ce que je fais. Et je lui remets le texte final au mois de mars-avril. D'accord, donc vous prenez vraiment le temps pour la suite du roman. Et ça, on a bien discuté après la première partie, et j'ai besoin de liberté. Ouais. Et après, renouveau, quand je lui ai donné le texte final, une grande discussion, et puis je peux revenir sur certaines parties. C'est plutôt des ajustements alors dans ce cas-là. Des ajustements, oui. Ouais. Alors, après se passe la phase de correction. Oui. Et là, la phase de correction du roman précédent est un peu au même moment que la phase où je commence un roman. Parce que là, c'est un peu septembre. Là. Ouais. Donc là, j'ai reçu mon manuscrit corrigé. Et donc là, c'est plus... c'est pas le fond, c'est la forme. C'est des petites coquilles à droite, à gauche. Et voilà. Moins profond, voilà un petit peu comment ça se passe. Vous l'avez dit, vous avez eu la possibilité de choisir votre éditrice et votre maison d'édition à Albin Michel. Est-ce que ça veut dire aussi que dès l'origine, et puis ça s'est confirmé avec vos différents romans, vous avez eu la sensation que vous pouviez être une autrice Albin Michel, que vous pouviez entrer en résonance avec les autres romans qui y sont publiés? Moi, ce que j'ai bien aimé chez Albin Michel, c'est que c'était très généraliste aussi. Grande Maison, qui avait publié Guénassia, que j'aimais bien, que Pancol, Amélie Nothomb, et je sentais qu'il pouvait y avoir de la place pour moi. Ce que j'avais pas vraiment réalisé en écrivant Les yeux couleur de pluie, mon premier roman, c'est que j'étais un petit ovni là dans ce monde d'auteur, en étant médecin en fait, en écrivant des livres, mais pas des essais de médecine, des livres scientifiques, des romans grand public avec ce décor-là.
et que c'est aussi ce qui plaisait aux maisons d'édition, et c'est pour ça que j'ai eu ce choix-là. Ça, j'avais pas réfléchi à ça. Et puis c'est vrai que Richard Ducousset, le directeur éditorial d'Albin, m'a convaincue. Il m'a dit vraiment, moi je crois à votre univers. Nous on a très envie de vous avoir, et voilà, il m'a convaincue. Donc effectivement, tous les voyants étaient ouverts pour y rentrer et pour y rester jusqu'à ce livre-là où le bonheur se respire, donc paru aux éditions Albin Michel, dont on parlera Lina Pinto, votre éditrice, dans un instant, Sophie Tallmen. Merci beaucoup à vous. Merci. Et merci de m'avoir accueilli chez vous pour cet entretien. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère, en votre compagnie, Lina Pinto. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes la directrice des manuscrits aux éditions Albin Michel, et c'est donc vous qui éditez Sophie Tallmen, notamment pour le livre dont elle nous a parlé, Là où le bonheur se respire. Elle nous a raconté la relation que vous entretenez ensemble pour donner naissance à ces livres. Je vais vous proposer quelques-unes des phrases ou quelques-unes des pistes qu'elle a évoquées pour avoir votre point de vue. Elle nous a parlé pour ce livre-ci et pour les précédents du fait qu'elle vous parlait assez tôt dans l'écriture de ce qui allait être le roman. Quand elle vous présente une idée de roman, qu'est-ce qu'elle vous présente et comment est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir matière à roman derrière ? Quand Sophie me parle d'une intuition d'histoire, de toute façon, je sais qu'on va aller au bout. Quand elle revient vers moi, c'est qu'elle sait déjà qu'elle va le faire inconsciemment, mais elle a juste besoin qu'on en parle. Et on se retrouve un peu comme quand on est enfant dans une chambre et à discuter de personnages qui n'existent pas, mais qui sont très incarnés pour nous. Ça veut dire qu'elle vous parle assez tôt, mais finalement pas si tôt que ça, de ce que va être le roman. C'est-à-dire dans sa tête, c'est déjà bien construit, c'est déjà bien amorcé, et finalement, elle vient plutôt chercher chez vous une confirmation de ce qu'elle a. Elle vient avec des personnages nus, et peu à peu, on va les habiller ensemble. Et comment se fait le travail ensuite pour que ces idées, ces premiers échanges, deviennent ensuite un livre ? Est-ce que vous, en tant qu'éditrice, Lina Pinto, est-ce que vous, régulièrement, vous avez des relations avec Sophie Tallmen ? Régulièrement, elle vous pose des questions, régulièrement, elle vous envoie des fragments du manuscrit ? Alors, avec Sophie est une auteure très indépendante. Elle revient vers moi quand il y a un nœud. Mais sinon, c'est plutôt le genre d'auteur qui prend le petit bateau, qui va sur son île, qui écrit et qui m'appelle uniquement quand il y a un problème. En fait, c'est comme une partie d'échecs. On place ensemble les petits pions et ensuite elle fait sa partie toute seule et elle revient quand il y en a un quand il y a un nœud, tout d'un coup ça bloque et hop, on parle comme dans une séance de psy et tout d'un coup, on analyse le personnage et hop, on débloque la situation. Et elle repart et elle revient. Est-ce que ce travail-là, il a évolué avec le temps et avec les livres que vous avez en commun parce que vous connaissez davantage et elle-même, elle a davantage d'expérience ? Ce qui est intéressant avec Sophie, c'est que à chaque livre, on retrouve un ou deux personnages des précédents. Et donc, déjà, Sophie est une amie. Et ces personnages sont devenus des amis aussi, parce que c'est des allers-retours comme ça de personnages que je connais, qui font partie de ma vie maintenant, qui font partie de la vie de Sophie. C'est quoi votre travail ? Comment vous définiriez votre travail ? D'accompagner un auteur. Alors Sophie est une auteure qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, même si elle n'en a pas conscience. Donc quand elle a une idée, souvent c'est la bonne en fait. Elle a juste besoin d'en discuter, voilà. De chercher chez vous finalement la confirmation de ce qu'elle ressent, c'est ça ? La confirmation et puis on développe ensuite. Voilà, elle arrive avec ses personnages, avec un lieu aussi. Les lieux sont très importants pour Sophie. Et ensuite, toutes les deux, on imagine ensemble les possibilités de tous ces personnages. Et ensuite, à quel moment vous la revoyez, à quel moment vous reparlez ensemble du texte ? Il y a cette discussion première quand elle vous dévoile ce que va être le prochain roman, et ensuite ? Ensuite, Sophie repart en Bretagne, et je la revois quelques mois après, où elle me donne une première partie de son roman. Et là, on parle du ton, d'écriture davantage.
Et des personnages quand même encore, oui. C'est-à-dire c'est un travail en cours, la moitié, pour voir à peu près, pour voir si ça se tient, si elle doit réécrire ou si elle peut partir sur la suite, c'est ça? Voilà. Et aussi pour voir s'il y a d'autres pistes qui s'ouvrent. Voilà. Elle nous a dit que vous étiez sur la même longueur d'onde toutes les deux. Comment vous réagissez à ça? Oui, on est sur la même longueur d'onde et j'aime beaucoup Sophie en fait. J'aime beaucoup Sophie comme auteure. J'aime beaucoup Sophie comme personne. Je suis très admirative de Sophie et donc du coup, nos séances de travail se passent très bien. Je sais que la bienveillance qui est dans ces personnages est la bienveillance qui est chez elle en fait. C'est une personne généreuse qui a le talent d'aborder des thématiques dures, la maladie, le deuil, auquel elle est confrontée constamment à l'hôpital, et elle en tire à chaque fois le meilleur. À chaque fois le meilleur. Elle est éditée donc chez vous, chez Albin Michel. Est-ce que se pose la question aussi, peut-être d'abord sur les premiers romans plus qu'aujourd'hui, comment est-ce que ces livres s'inscrivent dans la ligne éditoriale de la maison d'édition? Non, c'est pas du tout une question qui se pose. Sophie est Sophie Talmen et elle n'a pas à s'adapter à notre ligne. Notre ligne est devenue Sophie Talmen. Voilà, c'est une maison généraliste. Donc c'est une maison qui... j'ai la chance d'être dans une maison, de travailler dans une maison d'édition où tout est possible. Voilà. Où on publie des romans littéraires, des romans grand public, du polar, du thriller, des docs. Tout est possible et vu que je dirige le service des manuscrits, c'est formidable pour moi. C'est que je peux sélectionner un maximum de genres différents. Comment est-ce que vous sentez justement dans un manuscrit que vous pouvez recevoir s'il peut correspondre à la maison d'édition qui va donc l'éditer? Je me fonde sur la qualité du texte, sur l'époque qu'on vit, sur mes goûts personnels aussi, sur l'époque, voilà, sur plein de choses. Il y a plein de... C'est assez intuitif en fait. Je peux pas l'expliquer et je peux aussi rater des textes. C'est un peu comme on va en librairie, on achète un livre, on a lu la 4e, on a lu la première page. Et on arrive à la maison et finalement, ce texte, on ne le lit pas tout de suite. On n'est pas prête. Voilà, 6 mois après, là, le texte nous parle. C'est important ce que vous dites sur la question du rapport du texte au temps. Est-ce que vous diriez que les romans de Sophie Talmen fonctionnent aussi de la même manière, en nous parlant d'aujourd'hui, en s'inscrivant dans notre temps d'aujourd'hui, tout en ayant quelque chose d'intemporel? C'est une lecture de proximité. C'est ce que j'aime dans les textes de Sophie. C'est les gens ont besoin de se retrouver dans leur quartier, de transformer la ville en village. Voilà, chacun. Et Sophie, les personnages de Sophie, c'est des personnages c'est une littérature de proximité, c'est-à-dire que ils ressemblent aux gens qu'on croise tous les jours. C'est pas des personnages de Saint-Germain-des-Prés. Quand je suis arrivée, j'ai l'impression que dans l'édition, il y avait que moi, l'écrivain, moi. Et Sophie, c'est tout le contraire. C'est l'hôpital, c'est le boulanger, c'est là. Enfin bon, je vais pas vous dévoiler le sujet du prochain texte. Et c'est ce que j'aime. Et c'est un bout du monde entre Ouessant et Brest. Oui, mais qui ressemble au bout du monde de tout le monde en fait. Voilà, et face à la mort, face à la maladie, on est tous les mêmes, quel que soit l'endroit où on vit. Et Sophie donne des clés pour que ce soit moins douloureux. C'est ça que vous cherchez aussi dans un texte, c'est qu'il vous aide finalement dans cette époque? Vous voulez dire dans ma quête des manuscrits, au service des manuscrits? Je cherche tout en fait. Je cherche des romans des romans qui divertissent, des romans qui m'informent, des romans qui m'aident à vivre, des romans pour... voilà, il y a toutes sortes de textes. C'est ça qui est bien au service des manuscrits. Il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup, Lina Pinto. Oui. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes. À bientôt.